Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule Confidence en toute liberté. Je suis Sonia Chenevier, accélératrice de réussite et j'ai le privilège aujourd'hui d'être en compagnie de Monsieur Olivier Audy-Bertrand. Merci Monsieur Audy-Bertrand d'être là et d'avoir accepté cette entrevue. Je suis très honorée. Alors, je vous en prie. Et donc, vous êtes aujourd'hui le président de la Dracénie Provence-Verdon Agglomération depuis 2008, il me semble, vous avez fêté vos 10 ans. Et puis, vous êtes également ancien préfet du Var. Et député. Député. Non, pas préfet. Mon Dieu. Ça manquait à ma carte de visite. On va le refaire. La préfecture. Ah non, on va le laisser comme ça. La grosse C'est ce qui manquait sur la carte de visite. Pardon. Une incursion dans la préfectorale. Mille excuses. Et puis vous êtes également le papa de 3 garçons. Ah oui. Hein, c'est bien ça. C'est bien ça. Parfait. Alors j'ai plusieurs questions pour vous aujourd'hui. Et la première, j'aimerais beaucoup savoir, peut-être les gens qui nous regardent également, quelle a été l'anecdote, on va dire la petite chose qui a fait que vous êtes lancé en politique? Est-ce que vous avez un secret à nous raconter aujourd'hui? Un secret, non, c'est connu puisque j'ai commis un ouvrage dans lequel je racontais, en fait, la vie est faite de rencontres. Et donc c'est une rencontre quand j'étais adolescent et c'est une relation familiale avec la famille Léotard à Fréjus. Et lorsque François Léotard avait décidé de se présenter aux élections municipales de Fréjus en 1977, il était alors sous-préfet au cabinet de Poniatowski, le ministre de l'Intérieur de l'époque, et François avait décidé de se lancer dans la campagne des élections municipales à Fréjus, était venu voir et rencontrer à nouveau tous les Fréjusiens qui avaient côtoyé son papa, André Léotard, qui lui-même avait déjà été maire de Fréjus. Et dans ce cadre-là, mon grand-père ayant été conseiller municipal et adjoint de la municipalité André Léotard à Fréjus dans les années 60, et bien donc c'est tout naturellement que François est venu nous rendre visite régulièrement à la maison, et puis c'était des dimanches après-midi de discussions effrénées avec celui qui était ce jeune sous-préfet à l'époque, et moi-même qui était encore lycéen, et nous refaisions le monde. Et c'est de cette rencontre et de ces rencontres que est venu très vraisemblablement le goût de la chose publique. Et nous partageons avec François Léotard des valeurs très fortes, des valeurs humanistes, mais aussi au-delà de ça, des habitudes de vie, la lecture, l'écriture. Nous avons couru beaucoup ensemble aussi. Donc il s'était passé quelque chose, et c'est François Léotard qui a su faire naître en vous, vibrer peut-être aussi cette corde de la vie publique. Donc un petit peu comme Obélix finalement, avec la potion magique, vous avez... Tombé dedans tout petit. Voilà, c'est ça, hein, j'ai envie de dire ça, c'est un peu ça. Tombé dedans tout petit. Ouais. Et vous parliez justement de valeurs. Alors quelles sont, moi ça me permet de rebondir sur cette deuxième question, qui est à mon sens très importante, c'est quelles sont les valeurs pour vous, dans le travail, dans la vie, qui sont non négociables? Je dirais l'intransigeance, mais non pas avec des valeurs négatives. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir, peut-être ça commence par des convictions, ça commence par une ambition pour porter ces convictions, et puis ces valeurs morales. On ne peut pas, surtout dans le milieu politique, porter des projets si la morale ne figure pas avec un grand M au milieu de tout cela. Et puis au niveau des valeurs, c'est certainement celle de la fidélité. Fidélité au sens large, non pas fidélité uniquement dans le sens des rapports humains, mais fidélité aussi à des valeurs, fidélité à des idées,
fidélité à des convictions. Et quelles sont ces valeurs auxquelles vous êtes fidèle? Je ne supporte pas les gens qui se lèvent le matin avec une idée, puis qui à 10 h du matin ont changé d'idée, puis qui à midi ont encore changé d'idée, c'est-à-dire les gens qui passent leur temps à vous voyer. C'est quelque chose qui est pour moi incompréhensible. Je suis issu, je continue à avoir une profession, donc, et dans le privé, c'est irrémédiablement disqualificatif. Cette affaire-là, on est disqualifié. Donc on a une idée, on la garde et on a une idée, on la garde, on ne change pas de conviction. Voilà, comme le disait Dutronc, on ne change pas, on ne retourne pas sa veste tous les 4 matins. Tous les 3 matins, donc on a une conviction, on la garde, on la porte, on est fidèle à ses convictions, on est fidèle à ses idées, et on est fidèle aussi dans le cadre des rapports humains. Et malheureusement, la politique, disons-le, est faite souvent de déception de ce point de vue-là, oui, c'est vrai que... avec des gens qui, très souvent d'ailleurs, changent leur fusil d'épaule, comme l'on dit. Alors, certains réussissent très bien, ça leur va très bien, c'est glisse entre les gouttes. Ce n'est pas mon cas, et j'ai souvent, il m'est arrivé de perdre des élections, mais parce que je n'ai jamais voulu changer. Je préfère perdre une élection plutôt que de changer de conviction personnelle. Donc, la fidélité dans ses propos, oui. Et dans les valeurs, est-ce que vous en avez une ou deux comme ça qui vous portent et sur lesquelles vous êtes intransigeant? Quand on a dit les valeurs morales et la fidélité, je crois que ça fait déjà partie. Donc valeurs morales et fidélité. Absolument. Ok, au sens large. Parfait, très bien. Quelle est, Monsieur Audibert III, votre plus belle qualité? Je ne sais pas si c'est une belle qualité, mais en tous les cas, c'est celle de la fidélité. Moi, je reste calé sur mes idéaux, sur mes convictions, et je n'en change pas. Alors, certains me disent qu'être intransigeant, c'est le terme que j'employais tout à l'heure, n'est pas forcément une belle qualité. Mais moi, je pense que dans un monde qui est justement dans une société qui est en totale perte de repères, comme celle que nous vivons aujourd'hui, eh bien, il faut avoir des repères très forts et savoir que ces repères ne disparaissent pas au gré des circonstances. Ces repères sont là. C'est ce que j'appelle moi la fidélité à la fois et l'intransigeance. Et de ce point de vue-là, je considère moi que c'est une qualité. Oui, non mais ça en est une, tout à fait. Alors, et dans la vie privée, est-ce qu'il y a une qualité, par exemple, que... C'est la même chose. C'est la même chose? C'est la même chose. Les hommes publics ne revêtent pas un habit d'homme public qui est différent de l'habit qu'ils portent dans leur vie privée. Parce que sinon, c'est une fumisterie et c'est une tromperie. C'est vrai. On prend les hommes publics tels qu'ils sont dans leur vie privée. Et le public ne doit pas servir, encore une fois, d'endosser un costume qui n'est pas le sien. Moi, la façon de travailler, qui est la mienne, quand je suis ici, dans un cénacle de la République, est exactement la même que mon comportement lorsque je suis à la maison et également le comportement lorsque je suis au sein de mes activités privées, professionnelles. Amicales, etc. Ok, parfait. Alors on a parlé de cette belle qualité. Est-ce que vous auriez un petit quelque chose à améliorer, un petit défaut? Oh, j'en ai beaucoup. Allez, on veut des confidences. S'il vous plaît. J'en ai beaucoup, mais pour cela, il faut aller voir mes collaborateurs, mes collaboratrices, et puis peut-être mon épouse. Je suis sûr qu'on vous fait du feedback. Qui vous dirait la liste importante des défauts qui sont les miens. Mais aussi curieux que cela puisse vous paraître, je vous disais tout à l'heure que parmi les qualités, je pensais que l'intransigeance, la fidélité véritablement faisait partie pour moi des vrais blocs de qualité. Eh bien, au titre des défauts, on dit souvent de moi que je suis peut-être trop gentil. Ce qui peut paraître assez contradictoire avec l'intransigeance, mais parce que si je suis intransigeant avec moi-même, sur les convictions, sur les idées, etc., j'essaie néanmoins de comprendre l'autre
et essayer d'adapter. Alors quand je dis adapter, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va nous voyer, non, pas du tout. Mes convictions, mes idées fortes, mes principes, mais j'essaie néanmoins de comprendre pourquoi les autres n'ont pas ces mêmes valeurs, n'ont pas ces mêmes principes, et j'essaie à chaque fois de trouver véritablement un chemin commun. Il m'arrive très souvent d'ailleurs de constater, après avoir essayé, mais de constater qu'il n'y avait pas de chemin commun. Ça ne veut pas dire que c'est la guerre. Ça veut pas dire que c'est la guerre, pas du tout, mais ça veut dire qu'on fait un constat sur le fait qu'il peut y avoir des idées, c'est ça la démocratie, au bout du compte, qu'il peut y avoir des idées différentes. Oui, j'essaie toujours de rendre service. On peut m'avoir combattu de façon très violente, et puis venir me voir quelques mois après et me demander un service. Et généralement, et c'est pour ça qu'on dit quelquefois que je suis trop gentil, mais généralement, même si on m'a... Vous pardonnez? Je n'oublie jamais. Je n'oublie jamais. C'est pas la même chose, mais Ce vous n'est pardonnez. pas la même chose. Si ça veut dire que si vous rendez service et si vous êtes prêt... Voilà. Je ne sais pas, le mot pardon est un mot qui est très fort. Parce que pardon, ça ne veut pas dire oublier. Hein. Le pardon est un mot très fort. Je ne sais pas si... en tous les cas, je n'ai pas la prétention aujourd'hui, moi, de pouvoir pardonner. C'est un terme qui est vraiment trop fort, et je pense que c'est chacun face à sa propre conscience qui doit faire sa propre analyse. Mais quoi qu'il en soit, si le mot pardon est un mot que je n'emploierai pas pour moi, parce que je pense que c'est plutôt des valeurs spirituelles bien au-dessus de ma petite personne, le pardon, mais pour le reste, la compréhension. Essayer de comprendre pourquoi, à un moment donné, il s'est passé tel fait, ou pourquoi, à un moment donné, des personnes m'ont combattu. Est-ce qu'elles m'ont combattu par conviction? Est-ce qu'elles m'ont combattu parce que j'ai fait des erreurs de gestion, des erreurs sur les dossiers? Bref, comprendre pourquoi. Et après passer au-dessus et tendre la main à nouveau. Et ensuite, bien sûr, passer au-dessus et tendre la main à nouveau, parce que la vie, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est faite de rencontres. Absolument. Et puis, elle est tellement compliquée que nous devons avoir un peu de sagesse. Et la sagesse, c'est justement, après avoir fait le constat du désaccord, essayer de comprendre pourquoi il y a eu ce désaccord, et continuer à prendre du recul et continuer à se parler. C'est bien. Je ne sais pas si c'est bien. Si, pour moi, ça me parle. Ça me parle bien, et c'est vrai que je suis assez d'accord. Moi, je dis toujours que la vie est un présent, dans le sens, et que les rencontres sont des cadeaux. Voilà. Oui. Pour rebondir un peu sur ce sont des cadeaux. Oui. Dites-moi, monsieur Audy-Bertrand, le matin, si, parfois, je suppose, justement dans le monde de la politique où il peut y avoir des hauts et des bas, si vous vous levez un matin et que vous n'avez pas forcément la super pêche, vous n'êtes pas forcément dans un super état d'esprit, qu'est-ce que vous faites justement, vous? Quel est votre petit tuyau pour retrouver l'énergie et retrouver cet enthousiasme et cette envie d'y aller? D'abord, vous dire que le doute fait partie intégrante de ma personnalité. Ah. De ma personnalité. Oui, je doute. Toujours. D'accord. Je ne fais pas partie de ceux qui, spontanément, immédiatement, vont dire « Voilà, ça c'est la solution et c'est ce qu'il faut faire », alors qu'on n'a pas encore étudié le dossier. Moi, lorsqu'on vient me présenter, même ça peut être aussi sur des convictions d'ailleurs, je veux toujours avoir un temps de réflexion pour peser le pour le contre. C'est ce que j'appelle la part de doute. Moi, je suis assez stupéfait lorsque j'entends des raccourcis, c'est ce qu'on appelle souvent le yaka faucon. C'est pas si simple que ça. Vous analysez beaucoup. Dans ce que j'entends, c'est ça. Hein? Il faut analyser, et une fois qu'on a pesé le pour, le contre, en toute neutralité, donc, dire, ben voilà, j'ai pesé le pour, j'ai pesé le contre, et voilà ce que je pense. Et ça, c'est cette partie de doute. Et moi, je pense que certains pourraient
considérer, des coachs en entreprise par exemple, pourraient considérer que le doute ralentit le doute fait partie du chemin des affaires. Je pense que c'est l'inverse. Je pense que si les Français ou si les concitoyens avaient un peu plus de part de doute et se laissent aller dans cette part de doute, c'est-à-dire jouer le jeu de la part du doute. Jouer le jeu de la part du doute, c'est de dire je réfléchis. Et je pense que si on y réfléchissait, s'il y avait un peu plus de recul, c'est-à-dire que la part de doute permet d'éviter cette spontanéité et cette immédiateté dans laquelle aujourd'hui on veut nous entraîner. Aujourd'hui, il faut avoir réponse à tout et tout de suite. Les journalistes, je crois... Mais là, je suis assez d'accord avec vous. Les on ne peut pas forcément prendre une décision tout de suite dans les médias. Ce vrai problème de la société aujourd'hui, où avec les téléphones portables, avec on est joignable sans arrêt, et donc on reçoit le coup de téléphone du journaliste qui pose la question, et il faut qu'on lui donne la réponse tout de suite. Parce que si on ne lui donne pas la réponse tout de suite, le lendemain matin, c'est déjà donc imprimé dans la presse, et soit vous bénéficiez d'une petite phrase « n'a pas souhaité nous répondre ». D'accord, donc ça c'est du vécu, là, j'ai l'impression. C'est du vécu, bien sûr. Et bien sûr. Et je pense que, mais il n'y a pas que pour les journalistes, je ne veux pas du tout stigmatiser les journalistes, mais je pense qu'un des mots aujourd'hui de notre société, c'est cette société de l'immédiateté qui est véhiculée par d'ailleurs les chaînes d'information en continu, etc. Mais de toute façon, toute la technologie, aujourd'hui, avec le web, effectivement, les téléphones portables... Mais c'est aussi au-delà de cela, aujourd'hui, on n'apprend plus, je crois, peut-être, ce serait une notion élémentaire, en tous les cas à apprendre dès le plus jeune âge, soit par l'éducation parentale, soit par notre éducation nationale. Je crois qu'il faudrait apprendre comme qualité, comme vertu, celle de la sagesse, et celle de la sagesse, c'est celle de la réflexion. Absolument. Et puis refuser l'immédiateté, parce que dans l'immédiateté, on dit des bourdes énormes. Et moi, je me refuse aujourd'hui à l'immédiateté, parce que, vous l'avez dit, c'est du vécu, et parce qu'il m'est arrivé à un certain nombre de reprises à dire des âneries invraisemblables. C'est bien de le reconnaître. Mais c'est humain en même temps. Mais voilà. Parce que justement, ce n'était pas réfléchi. C'est ça. Si vous me posez une question, et puis, il ne faut pas avoir peur, aujourd'hui, de dire aux journalistes, que ce soit la télévision, que ce soit la presse écrite, de dire, écoutez, je ne peux pas vous répondre, parce que je ne suis pas au courant du sujet. Et c'est sûr. Quelqu'un qui avoue ne pas être au courant du sujet, à mon avis, c'est pas pour autant que c'est un mauvais élu, au contraire. Oh non, au contraire, complètement d'accord avec vous. Au contraire, c'est un élu qui ne va pas faire celui qui sait tout. C'est pas le monsieur je sais tout. Absolument. Mais c'est le monsieur qui va un peu réfléchir et avant de prendre une décision. Quand vous allez chez un médecin, vous lui demandez un diagnostic. Lui, il vous fixe pas une... voilà. Mais si vous à peine rentrez dans la pièce, le médecin vous dit, voilà le diagnostic et voilà l'ordonnance, vous allez être un peu surprise. C'est ça. Eh bien, pourquoi est-ce que pour les hommes politiques, ça ne serait pas la même chose? Bien d'accord. Nous avons besoin de poser un diagnostic. Et ce diagnostic, je suis désolé, on ne peut pas le poser en quelques secondes, là, comme ça. Sans avoir travaillé dessus. On est d'accord. Ça me fait rebondir. J'ai eu une carrière commerciale pendant plus de 20 ans. Et les commerciaux que j'accompagnais à l'époque, puisque j'étais directrice commerciale, je leur disais, si on vous pose une question technique à laquelle, à l'instant T, vous n'avez pas de réponse, surtout dites que vous n'avez pas la réponse, que vous allez vous renseigner, et que vous les rappellerez pour donner la réponse. Ça me semblait une évidence plutôt que d'essayer de bafouiller quelque chose qui n'était pas... Mais par rapport à la question, pour en revenir à votre état d'esprit, comment on fait pour rebondir déjà, le matin, quand je me lève et que je doute, comment dirais-je, je ne me fige pas, je ne me bloque pas en disant « c'est terrible, je doute ». Pas du tout. Je me lève en doutant et je me dis « tu doutes, donc tu es ». Tu doutes, donc tu es. Ça, c'est le premier élément. Ok, tu doutes, c'est normal, donc maintenant... Banaliser les choses. Ouais. Alors après, il y a comment on fait pour... il y a des moments, bien sûr, qui sont plus difficiles que l'autre. D'ailleurs, dans la vie privée, c'est pareil. La vie privée n'est pas faite que de dons du ciel.
il arrive que dans votre vie privée, vous ayez à affronter des déceptions, vous ayez à affronter des deuils, vous ayez à affronter des séparations, etc. Donc c'est la façon dont vous allez vous reconstruire après ces éléments-là. Eh bien, tous les matins, oui, alors il y a, moi je m'évade beaucoup. Comment? Chez moi. Chez moi, c'est un havre de paix. Ah, c'est chouette ça. C'est un havre de paix où c'est consacré à la famille. Et quand j'ai décidé de consacrer une journée, 2 jours, une semaine de vacances en famille à la maison, c'est en famille à la maison. Je n'organise pas de réunion de travail chez moi. Vous êtes pleinement présent. Le téléphone, donc bien sûr, je suis joignable à tout moment, je réponds toujours au téléphone, mais quand je sais que ça peut attendre le lendemain, je dis à mon interlocuteur, ok, on en parle demain au bureau. Là, je suis chez moi, j'ai besoin d'avoir un havre de paix pour me ressourcer en famille. Je peux vous dire qu'avec mon épouse et mes enfants, à la maison, nous ne parlons jamais de politique. D'abord parce que ma femme horreur de ça, et que mes enfants ont souffert, et que mes enfants ont souffert de mes absences, et que donc quand ils peuvent, quand on a la chance de partager d'être ensemble à la maison, on parle de toute autre chose, et certainement pas de politique. Donc ça c'est le premier élément. Et puis moi j'ai quelques violons d'Indre à titre personnel, j'écoute beaucoup de musique, j'ai généralement toujours un casque sur les oreilles, donc j'écoute de la musique. Ce qui me permet ce qui me permet d'ailleurs avec mes enfants d'être un peu au goût du jour des tendances actuelles, des musiques actuelles. J'écris et je lis. Vous écrivez? Musique, lecture, écriture et le jardinage. Ah, super! Voilà. Ça, c'est super pour se détendre, effectivement. Voilà, donc ça fait partie... Ah ben voilà, on a tout un package, lecture, musique, jardinage et écriture. Super. Vous écrivez des livres? Vous écrivez... Il m'est arrivé, j'écris d'abord sur la plupart des discours que j'ai à prononcer lorsqu'il y a un discours écrit. Je veux le faire moi. D'accord, vous écrivez personnellement. Souvent j'ai des bases qui me sont données par mes collaborateurs, sur les chiffres, etc., etc. Mais ensuite, il y a toujours la touche personnelle. La touche, la Olivier Touch. J'écris pour moi. Mon bureau à la maison est jonché au sol de carnets sur lesquels j'écris les réflexions du jour, j'écris des textes, je prends des notes, etc. Et puis il m'est arrivé, oui, j'ai commis un ouvrage il y a 3 ans maintenant qui parlait de politique et qui parlait justement de ma relation avec la politique. D'accord. Alors, on parle d'écriture. Est-ce que vous avez un livre fétiche, un livre qui vous a particulièrement marqué et que peut-être quelque chose que vous recommanderiez aux gens qui regardent? On m'a souvent posé cette question. C'est vrai? Et dans les milliers, je dis bien les milliers de livres qui sont entreposés chez moi, que ce soit à la fois je suis collectionneur de livres anciens, mais ça peut aller jusqu'au dernier Houellebecq. Je m'efforce toutes les années à la rentrée littéraire en septembre à lire un certain nombre d'ouvrages titrés, ce que je fais assez régulièrement. Ça c'est pour l'actualité littéraire, mais aussi je me plonge très régulièrement. C'est quoi les thèmes de vos lectures plus particulièrement? Alors elles sont très iconoclastes au bout du compte, et puis très variées, très diverses. Ça peut être, là je suis en train de lire un conte philosophique actuellement qui s'appelle En Marche. Et chacun aura bien compris que ce conte philosophique a été écrit un peu à la façon des lettres persanes il y a 2 siècles, mais là donc avec ce conte philosophique En Marche, c'est l'accession au pouvoir d'un président de la République dans une république qui n'existe pas, imaginaire, de l'Est de l'Europe, de l'Europe de l'Est, qui vient d'intégrer la communauté européenne et dont un
candidat se lance à la conquête de ses électeurs dans cette république qui s'appelle la Eugénie. Et donc chacun aura compris ce conte philosophique est tout à fait attrait avec l'actualité récente du mouvement En Marche et d'Emmanuel Macron. Ce sont des contes philosophiques. Je dois dire que j'ai pris énormément de plaisir à lire l'affaire Harry Quebert, et puis sa suite qui était le journal de Baltimore, et puis la disparition de Mélanie Miller, donc trois titres d'un même auteur, primé, mais aussi à côté de ça je lis beaucoup d'essais. Beaucoup d'essais sur la société, sur les mouvements migratoires. Alors actuellement, mon cycle là, de réflexion sur les mouvements migratoires et sur le changement climatique. Ah, vous intéressez aussi à ce problème de société? J'ai écumé toutes les librairies traitant de ce sujet. Je suis très curieux de ce que la vision de notre pays à l'étranger. Voilà pourquoi je suis abonné et je dévore le Courrier International, ce magazine qui reprend tous les articles des journalistes étrangers, avec le regard qu'ils ont. C'est très amusant d'ailleurs de voir le regard qu'ils ont sur la France, sur les gilets jaunes actuellement, sur ce mouvement des gilets jaunes. C'est très intéressant. Ça nous permet de sortir un peu de nos frontières. Donc voilà, beaucoup d'essais, je ne vous cache pas, beaucoup de livres politiques, mais de temps en temps aussi beaucoup de romans historiques. D'accord. Et s'il y en avait un plus particulièrement? Alors justement, dans tout cela, on m'a souvent posé la question de dire quel est le livre que vous emmèneriez avec vous si vous étiez seul sur une île déserte. Par exemple. J'ai beaucoup réfléchi, je ne voulais pas apporter de réponse qui soit une réponse un peu presque comme un bateau, une réponse idiote. Bah non, en fait, c'est mais finalement, au bout du bout, je crois que j'emmènerai avec moi la Bible. Ah oui. Tout simplement parce que on peut prendre la Bible par différents bouts. On peut prendre vraiment la lecture de la Bible comme étant un credo, une croyance à appliquer, lire les versets régulièrement, etc. On peut lire aussi l'Ancien Testament comme un véritable roman, le roman de la planète Terre, hein, ça commence à la Genèse, hein, avec la création. Et finalement, on peut lire ça soit comme un roman, on peut le lire aussi comme des valeurs morales, etc. Oui, absolument. Et c'est tellement varié que je pense que c'est... Oui, on peut la relire encore à chaque fois, on découvre aussi... Soit la tragédie grecque, mais alors là, il faudrait plusieurs... Soit la Bible, on va rester là-dessus. Soit la Bible. D'accord. J'aimerais savoir, pour les gens qui nous regardent, pour les entrepreneurs, pour les salariés, pour peut-être la jeunesse qui voudrait se lancer, pourquoi pas dans la politique, ça serait quoi vos 3 conseils aujourd'hui pour sortir du lot et réussir dans ce monde-là? Quelles sont peut-être les 3 choses, vous, qui vous ont le plus apporté? Déjà, la première des choses, je crois que la première qualité à avoir, c'est aujourd'hui du courage. Oui, c'est vrai. La politique aujourd'hui, pardon de le dire ainsi, j'espère ne choquer personne, mais il faut être fou. Il faut être fou. Parce que nous sommes devenus une société de l'égoïsme, vraiment. Et une société, je crois, où aujourd'hui on ne chasse pas en meute, on n'est plus une communauté unie et soudée, on est 66 millions d'individualités et qui n'ont de cesse d'aller critiquer le voisin. Pour être heureux dans la vie, selon le vieil adage, vivons heureux, vivons cachés, vivons heureux, mais c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, celui qui a des convictions et qui veut porter ses convictions sur son territoire, etc., on va le suspecter de tous les maux. Aujourd'hui, le moindre petit maire, et c'est pas du tout péjoratif, on dit petit maire, je devrais dire le moindre grand-mère dans un petit village, oui, voilà. dans un petit village,
est suspecté tout de suite comme étant faisant partie de l'élite, comme étant celui qui prend les décisions à la place des autres, il est jalousé, etc. On devrait le remercier. On devrait les remercier. Ce sont des individus, des concitoyens qui sont réveillés à 3 h du matin parce qu'il n'y a plus d'électricité dans leur village, parce qu'il n'y a pas de flotte dans le village, parce qu'il faut aller annoncer à la famille le décès d'un des concitoyens et que les gendarmes ne sont pas disponibles, les policiers municipaux, il n'y en a pas, etc. À qui est-ce qu'on demande cette basse besogne si difficile? C'est aux maires. Moi, le témoignage des maires qui ont été obligés de rester des nuits entières à côté d'un cadavre parce que la police n'était pas disponible, etc. Eh bien, c'est aux maires qu'on demande d'assumer cela, etc., etc. On devrait les remercier, ils devraient tous avoir la Légion. Oui, il y a un vrai engagement. Ils devraient tous avoir la Légion. Tous ceux que j'ai eu le privilège d'interviewer, c'est ça. Au-delà de cela, aujourd'hui, le constat, c'est que, selon le dernier sondage qui est paru il n'y a pas très longtemps, plus de 50% des maires qui ont juste fait un seul mandat ne veulent plus se représenter. Tellement la tâche est lourde. Mais tellement il n'y a aucune reconnaissance derrière, tellement la stupidité, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, des gens vont systématiquement critiquer. On critique dans ce pays, désormais, on critique ceux qui se dévouent et on critique ceux qui réussissent. Absolument. Ah mais là, c'est consternant. Ça, je suis d'accord. Je ne comprends pas, je ne connais pas. Mais quel que soit le secteur, je ne connais pas de pays, je ne connais pas d'activité, je ne connais pas de sport où on ne réussit pas s'il n'y a pas quelqu'un qui permet de tirer. Est-ce que la France aurait été championne du monde de football s'il n'y avait pas eu M. Mbappé et s'il n'y avait pas eu les uns et les autres, etc. Absolument d'accord. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de réussite dans un pays si on n'accepte pas qu'il y ait des gens, de façon honnête, bien évidemment, mais qui réussissent. Parce que ceux qui réussissent, c'est ce qui permet de tirer vers le haut, tout simplement. Absolument. Et ça fait partie des choses, moi, qui aujourd'hui m'amènent à dire que celui qui veut faire de la politique désormais, eh bien, bon courage. Donc la première notion, c'est le courage. La deuxième? La deuxième, c'est avoir des convictions. Vous ne pouvez pas vous présenter en politique si vous ne savez pas. Si on ne sait pas pourquoi. C'est quoi notre grand pourquoi? Je vais me faire élire, puis en fonction des demandes des uns et des autres, je vais faire une politique. Non. Il faut avoir conviction, il faut avoir courage, ça c'est très clair. Et puis, pardon de le dire, peut-être un peu réfléchir, il faut avoir comme une capacité aussi d'analyse, et puis tout est devenu extrêmement compliqué. Peut-être savoir s'entourer, c'est aussi absolument. C'est aussi une dans l'entrepreneuriat, c'est aussi une belle qualité. Une vraie qualité. Oui, absolument. Donc le courage, j'ai perdu la deuxième. Le courage, les convictions. Les convictions et savoir s'entourer. Savoir s'entourer, et alors surtout, ne pas compter son temps. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est vrai. Dans l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Et est-ce que vous auriez, peut-être un conseil pour justement dire qu'est-ce qu'on devrait ne pas faire, justement, pour éviter de... Écoutez, dans ce que subir peut-être des échecs. J'entends comme question qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire dans ce que c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ce que je n'aime pas. Et donc, pour moi, les défauts les plus criants, j'ai horreur de la lâcheté et j'ai horreur du manque de courage. Voilà. Moi, les gens qui sont lâches, qui n'ont pas le courage de dire... on peut dire les choses avec des mots. Dire des choses très fortes. Absolument. Sans s'envoyer la vaisselle à la figure. Absolument. On peut dire les choses avec force, avec conviction, mais de façon tout à fait respectueuse. Et donc c'est d'ailleurs ce qui manque aujourd'hui dans notre pays, c'est cette notion de respect. Ouais. Il n'y a plus aucun respect. Quel que soit le secteur que vous prenez, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect à l'endroit des mamans. Il n'y a plus de respect à l'endroit du maître d'école. Il n'y a plus de respect à l'endroit des élus qui font tourner la République. Il n'y a plus de respect à l'endroit de nos policiers, de nos gendarmes, de nos forces de l'ordre. On caillasse les pompiers aujourd'hui. On est devenu fou. C'est un manque de respect le plus complet. Et je crois que il faut reprendre ça dès le plus jeune âge. Je suis assez d'accord. Les notions de morale, etc. Oui. Alors, j'entends de là où je vois
déjà à la tête de ceux qui vont nous regarder en disant ça y est, il est complètement fou, il est réactionnaire, il est conservateur, etc. Non. Je suis désolé. Ce n'est pas être ni conservateur ni réactionnaire. C'est remettre l'église au milieu du village. Il n'y a plus de morale aujourd'hui dans ce pays, dans cette société. C'est pas propre. Ne soyons pas non plus trop... C'est pas propre uniquement à la France, bien évidemment, mais je pense que c'est ce qui fait que ça tourne pas très bien quand même les choses aujourd'hui. C'est qu'il n'y a plus cette notion de respect. Et la notion de respect, c'est savoir aussi être en capacité d'écouter les autres et d'essayer de comprendre. C'est ça, oui. Ça commence là. Moi, je dirais presque même aussi prendre ses responsabilités. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Prendre la responsabilité de se dire peut-être que si ça ne marche pas pour moi, j'ai peut-être pas fait les bonnes actions. Et ceux qui ne prennent pas leurs responsabilités, ce sont ceux qui sont lâches et qui ne sont pas courageux. Voilà. Et moi je suis stupéfait de fois, alors je pousse un peu mes collègues élus en leur disant mais allez-y, soyez courageux, quoi. Affirmez ce que vous dites. On ne peut pas avoir des conversations quand on est tous les deux, vous affirmez des choses, et ensuite, donc, quand il y a un peu de monde autour, etc., tout le monde se tait, etc. Non, c'est pas la conception que j'ai. Moi, la conception que j'ai, c'est celle de la transparence et de la clarté. Et la transparence et la clarté, elle s'exprime quand vous avez justement un élu qui vous dit clairement les choses. Ok, super. Alors, pour les gens qui nous regardent, puisque cette interview arrive à sa fin, est-ce que vous avez une actualité, Olivier, Monsieur le Président, une actualité du moment, quelque chose, un message à faire passer tout particulièrement? Écoutez, l'actualité du moment, je crois qu'elle est aujourd'hui, tous les jours, au quotidien, là, et quelles que soient les heures d'ailleurs, sur les chaînes d'infos en continu, c'est cette affaire de gilets jaunes, de débat national, où il faut faire très attention de ne pas dresser les gens les uns contre les autres. C'est ça qui est extrêmement important. Il faut accepter qu'il puisse y avoir dans un pays des différences entre les uns et les autres. Bien évidemment, l'objectif est de faire en sorte que les plus démunis d'entre nous soient les plus aidés. Mais il faut faire aussi attention à ne pas tout détricoter parce que finalement la vie en société c'est une magnifique alchimie, c'est un peu la magie. Et quand je vois qu'on va commencer à tripatouiller les choses, etc., elle me dit que c'est peut-être... il ne faut pas prendre les problématiques uniquement sectorielles, parce qu'on va plus s'en sortir, parce que chacun va y aller de la sienne, et c'est bien normal. Et c'est bien normal. Tout le monde veut tirer. Tout le monde va réclamer ce qu'on dit communément tirer ça. Ça s'appelle donc de l'individualisme. Ouais. Et j'aimerais, dans cette période de début d'année, mais faire en sorte peut-être qu'on réfléchisse collectif et qu'on ne réfléchisse plus individuel. Ok, super, un beau message, merci. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur le net ou ailleurs? On peut me retrouver, j'ai une page Facebook, j'ai un compte également Facebook, où l'actualité essentiellement... qui s'appelle comment votre compte Facebook? Olivier Bertrand. D'accord, ok. Donc la page de l'agglomération aussi, Dracénie-Provence, Verdon, agglomération. Voilà, je n'ai pas pour tout ce qui est plus intime, ça fait partie de mon jardin secret. Un site internet peut-être? Je n'ai pas de site internet personnel, je me refuse à mettre mes données personnelles sur Facebook. Nous savons très bien que le big data, après, ça c'est mon côté un peu révolutionnaire par rapport aux réseaux sociaux. D'accord. J'essaie d'inciter, je signifie à mes enfants combien il est dangereux de se mettre totalement à nu sur les réseaux sociaux, parce que tout est récupéré. Aujourd'hui, le big data, je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux, mais ceux qui sont sur les réseaux sociaux, je leur dis faites très attention, parce que finalement, on sait tout de vous. Ça va des pratiques sexuelles, en passant par les pratiques donc, vestimentaires, vos façons de penser, etc. On sait tout de vous. Et donc ça fait partie des choses que vous voulez garder secrètes. Moi, que je veux garder secrètes. Pourquoi? Parce qu'elles me protègent. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait.
Il me reste à vous remercier beaucoup pour cette interview. Pour ceux qui nous regardent, si vous avez aimé les conseils de M. Dubertron, si vous avez aimé cette interview, mettez-nous des likes. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine capsule de confidence en toute liberté. Et voilà, on n'a plus qu'à vous remercier et vous dire belle journée. Merci. Ciao, ciao. Au revoir.